Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Vous êtes en forme, j'espère? Tout à fait. Parce que c'est parti pour une heure en votre compagnie, lors de laquelle nous allons ausculter les faits saillants de l'actualité avec votre prisme de citoyen engagé et de philosophe, bien évidemment. La France a un nouveau Premier ministre, Michel Barnier, mais pas encore de gouvernement. Les consultations se poursuivent et nous verrons qu'il est urgent de ne pas se presser, car l'équilibre à trouver entre les différentes forces politiques est bien sûr très délicat. Quelles seront les grandes priorités du Premier ministre? Les questions régaliennes à coup sûr, tant les Français attendent des actes en la matière, après avoir été abreuvés de paroles. L'insécurité est leur deuxième préoccupation, juste derrière le pouvoir d'achat. Rien d'étonnant à cela, sauf peut-être pour ceux qui pensent que l'insécurité est un sentiment. On va revenir sur ce qui s'est passé à Grenoble et la mort d'un agent municipal de propreté, abattu de 2 balles dans le thorax par un délinquant qui s'enfuyait après un accident de la route. Vous avez été interpellé, Michel, par les déclarations du maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, qui a revendiqué son refus d'armer la police municipale de la ville pour, dit-il, ne pas l'exposer à des risques. On entendra ce que vous en pensez. Valoris, le jeune de 19 ans qui a provoqué la mort de la petite Camilla, 7 ans, sur un passage piéton, a été maintenu sous contrôle judiciaire et non pas placé en détention, comme le demandait le parquet de Grasse. Le père de la fille a dit son incompréhension. On l'écoutera. Et puis à Avignon, le procès de l'affaire des viols de Mazan se poursuit en l'absence cette semaine du principal suspect, Dominique Podico, qui était malade. On entendra l'avocat de certains des 50 accusés affirmer qu'un viol, ce n'est pas forcément un viol. La défense, bien sûr, ne recule devant rien. On vous entendra sur la notion de péché originel et aussi de la part animale de l'homme. Enfin, cet appel à l'intifada qui a été lancé dans les rues de Paris la semaine dernière lors d'une manifestation pro-palestinienne par un islamiste fiché S sans que cela ne soulève de protestations véhémentes dans la classe politique. Le combat contre l'islamisme ne semble pas être la priorité de tous. Voilà pour les grandes lignes de Face à Michel Onfray. Michel, on va commencer par la politique parce que je sais que c'est l'une de vos passions. Michel Barnier poursuit ses consultations. Après Ensemble pour la République de Gabriel Attal, il a vu le MoDem de François Bayrou, Horizon d'Édouard Philippe et bien sûr les parlementaires de sa famille politique, les Républicains. Le nouveau Premier ministre, on le voit bien, tente un exercice d'équilibriste. Comment former un gouvernement qui ne craque pas, qui tienne sur la durée. On va juste écouter un tout petit extrait de ce qu'il a dit devant les journalistes. Il ne se confie pas beaucoup. Et puis on en débat ensuite. J'ai ouvert ma porte, j'ai dit que j'étais prêt à recevoir tout le monde et je travaillerai avec tout le monde. J'ai dit dès le premier mot sur le perron de Matignon que je veux travailler dans le respect du Parlement et de toutes les forces, je dis bien toutes les forces politiques qui le constituent, parce que ces forces politiques, elles représentent des millions de citoyens, des millions de personnes. Et ces millions de personnes, qu'ils aient voté pour l'extrême gauche, le Front populaire ou le Front national, ou le Rassemblement national, ou qu'ils aient voté pour d'autres formations comme la mienne ou le Rassemblement, la majorité sortante, sont des gens qui ont voulu dire quelque chose. Donc on va écouter tout le monde. Voilà pour Michel Barnier, Michel Onfray. C'est mission impossible, ce qu'il doit faire ou pas pour vous? Je songe à cette phrase de Voltaire qui parlait de peser des œufs de mouche sur une toile d'araignée. C'est vraiment tout à fait le travail qui est le sien. Il a la carrure pour ça. Enfin, ce que je vois, il y a une espèce de calme. Il est posé, il est réfléchi. Et je pense qu'il essaie de faire au mieux avec la feuille de route qui lui est donnée. C'est-à-dire que les Français ont voté. Il y a une carte idéologique de la France. Il y a des attentes, il y a des soucis, il y a des envies, il y a des carriéristes, il y a des gens qui veulent mettre la France à feu et à sang, il y a tout ça, il faut composer avec tout ça. Et s'il veut effectivement faire un gouvernement, non pas en disant je l'ai fait, mais un gouvernement qui soit susceptible de tenir, parce que l'intérêt c'est ça, C'est le but quand c'est même. de faire de telle sorte qu'il n'y ait pas quelqu'un qui sorte du chapeau une volonté de le détruire dans la foulée en disant, eh bien voilà, il a été, ce gouvernement a eu, je sais pas, 2 jours d'existence ou une semaine d'existence. Oui, ou quelques mois en tout cas. Quelques mois, ce serait déjà pas mal. Oui, ce serait bien. D'abord pour Emmanuel Macron, parce que je pense qu'il a en tête cette idée qu'il lui reste 10 mois à tenir pour pouvoir dissoudre à nouveau. Donc il va lui falloir, lui, il prend date sur ce moment-là pour se libérer de ce carcan dans lequel il s'est mis lui-même. Mais peut-être ne veut-il pas de redissolution dans un an. Peut-être veut-il que ce gouvernement soit pérenne jusqu'en 2027. Il le souhaiterait. Emmanuel Macron. Je pense que lui peut souhaiter ça pour ouais. attendre. Mais il y a plein de gens qui ne souhaitent pas ça. Il y a une stratégie chez Marine Le Pen, il y a une stratégie chez Jean-Luc Mélenchon, Évidemment. puis il y a une stratégie chez tous les autres qui disent on y va, on n'y va pas, on en fait partie, on n'en fait pas partie. Il y a Édouard Philippe qui veut être président de la République. Il y a Gabriel Attal dont chacun conçoit qu'il a l'intention de le devenir
On est aussi. d'accord. On pense que Gérald Darmanin aussi. Darmanin, qu'il y a aussi François Bayrou, qui n'a jamais cessé d'imaginer. Il n'a jamais abdiqué, qu'il le serait au jour. C'est-à-dire, il y en a 5 ou 6 dans ce camp-là. Et puis, il y a des Macron compatibles, comme Ségolène Royal, qui ont l'intention de partir aussi. Ça a peut-être donné des idées aussi à l'ancien ministre, le Premier ministre socialiste, dont j'ai oublié le nom. Cazeneuve, Bernard Cazeneuve. Qui lui aussi doit y songer. Puis il y a un certain François Hollande, qui lui pense que s'il y a un petit trou de souris... Le retour des éléphants. Qu'il a effectivement, oui, l'éléphant ou la souris. C'est un peu la même chose en l'occurrence. Et donc, il faut que Michel Barnier compose avec les égaux, avec les institutions, avec ce que la loi permet, et puis surtout avec ce que les Français ont dit. Je pense qu'il fait partie de ces gens qui ont le souci des gens. Alors, c'est un européiste, c'est pas ma tasse de thé. Mais je veux dire, c'est pas du tout le mépris de la Macronie. Il n'y a qu'à traverser la rue. Il y a ceux qui ont et ceux qui ne sont rien. Les illettrés, les sans-dents, même si on veut aller jusqu'à Hollande. Enfin, cette espèce de profond mépris du peuple. Je ne pense pas qu'il y ait ça chez lui. D'ailleurs, je pense que si Marine Le Pen a donné son veto, c'est parce qu'effectivement, il y a l'insulte. Elle a donné son go plutôt. Elle n'a pas donné son veto. Oui, pardon, vous avez raison. L'insulte ne fait pas partie de sa façon de procéder. C'est la Savoie. Ça, je pense. Oui, c'est un montagnard, pas après pas, et on méprise personne, parce que quand on sait qu'on monte les barreaux de l'échelle, on les redescendra et on croisera les mêmes personnes en descendant. Ouais. J'en profite pour signaler à nos auditeurs et téléspectateurs la sortie du nouveau Front Populaire, qui va être en kiosque cette semaine. Dissolution du peuple, la démocratie confisquée, quel programme. J'imagine que vous allez revenir sur cette dissolution ratée. Vous imaginez bien qu'une revue, c'est lourd, c'est trimestriel, donc on a eu ce souci de faire un numéro sur ce sujet il y a 3 mois, et vous voyez que 3 mois plus tard, c'est toujours d'actualité, parce que c'est d'actualité depuis très longtemps, cette façon de faire l'économie du peuple. Je ne vais pas redémarrer là-dessus, c'est mon dada. Vous savez très bien que depuis 1992, 2005, 2008, et puis là, ce qui vient de se passer, il y a une façon forcenée de faire l'économie du peuple. Et de s'asseoir sur ce qu'il dit. Alors qu'Emmanuel Macron, qui était cette semaine présent à la cérémonie de rentrée du Conseil d'État, dit qu'il faut toujours prendre en compte le suffrage des Français, parce que c'est le fait premier en toute démocratie. Voilà ce que dit Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron, il dit ça, il dira le contraire aussi, et puis après il fera autre chose encore. C'est un peu le problème avec ce personnage. La psyché du personnage pose problème. La Ve République est faite pour un personnage, pour un homme. Et si cet homme a la névrose du général de Gaulle, c'est-à-dire je suis la France et il y a des exigences, je suis l'homme du devoir, etc., c'est formidable pour le pays. Mais si la névrose est plutôt narcissique, personnelle, etc., on se dit, je peux dire une chose, le contraire le lendemain, puis le surlendemain. Je pense que si vous lui posiez la question, il aurait le front de vous expliquer que le contexte dans lequel il disait ça permettait de le dire et qu'aujourd'hui, pour défendre la France et ne pas la précipiter dans le chaos, eh bien, il est obligé de changer d'avis, que c'est ça la politique, d'être pragmatique, il n'est pas un idéologue. Enfin, vous voyez le discours, quoi, les trucs de Sciences Po. On avait parlé la semaine dernière et on a écouté le général de Gaulle, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec le général. On l'avait écouté en 69, il expliquait juste avant le référendum qu'il a perdu qu'il quitterait le pouvoir, bien entendu, s'il était désavoué par les Français. Là, on va l'écouter à nouveau, mais sur un autre registre, parce qu'on parle beaucoup d'un changement de mode de scrutin pour les élections législatives. Ça fait partie des demandes de Marine Le Pen, du Rassemblement national, mais d'autres partis également. Faut-il changer le mode de scrutin pour les législatives? On va écouter le général de Gaulle là sur le changement de mode de scrutin pour la présidentielle. C'était en 1962. Écoutez ce qu'il disait. Quand sera terminé mon propre septennat, ou si la mort ou la maladie l'interrompait avant le terme, le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel. Est-ce qu'il faut toucher au suffrage universel, au scrutin, au mode de scrutin, Michel Onfray? Non, moi je pense qu'il faut revenir à la révolution que fut la Ve République. Elle est détruite, cette Ve République. Aujourd'hui, les gens disent qu'il faut absolument la préserver, mais elle est en dentelle, elle est en charpie, elle est détruite. D'abord, il parle du septennat, vous avez vu, donc vous avez entendu, donc le septennat, c'est pas le quinquennat, et c'est pas rien, c'est pas juste 2 ans de moins, c'est la possibilité de faire de telle sorte le septennat que le président préside et le gouvernement gouverne, et de faire de telle sorte que ce soit des élections législatives qui soient l'occasion de reprendre rendez-vous avec le peuple, du genre peuple, que pensez-vous de mon projet? Et c'est oui ou c'est non. Si c'est oui, je reste. Si c'est non, je m'en vais. Ça servait à ça, les législatives aussi. Et donc, il ne faut pas toucher à ça. Au contraire, il faut revenir à ce qui a déjà été détruit et sali. Moi, je pense que c'est un grand texte de philosophie politique, la Constitution de 58, à hauteur du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Sur la proportionnelle, alors, est-ce que c'est plus démocratique, selon vous, de faire des élections législatives à la proportionnelle, qu'elles soient intégrales ou pas, Michel Onfray? Alors, la proportionnelle a souvent été instrumentalisée.
y compris par mon héros, le général de Gaulle, quand il se retrouve à la tête d'une France dont le Parti communiste pèse 25%. C'est ça. Il y a été favorable au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Parce que, effectivement, quand les communistes ont réussi, après leurs 2 années de collaboration du pacte germano-soviétique, à entrer dans la résistance et à dire qu'ils avaient été le parti des 75 000 fusillés de la résistance, etc., belle mythologie, fausse, mais mythologie tout de même, ils sont crédités d'un quart de l'électorat. C'est le parti le plus structuré de France. Hein. Voilà. Et c'est un parti qui prend ses ordres à Moscou et qui demande au Kremlin ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, etc. Donc le général de Gaulle se dit, si j'ai un quart de mon gouvernement qui est soviétique et qui va mener la politique de la défense, de l'économie, des finances, de la culture, des affaires étrangères, etc., c'est pas possible. Donc il y a un moment donné où il instrumentalise la proportionnelle pour tenir à distance un parti qui est encore armé. Je rappelle qu'à cette époque-là, les armes de la résistance sont encore dans les caves ou les greniers d'un certain nombre de militants communistes qui n'attendent qu'un claquement de doigts du patron du PC, leur disant on y va, la révolution se fait avec les armes et c'est parti. Donc le général de Gaulle, il travaille sur cette histoire-là. Mitterrand fait exactement la même chose quand il veut casser la droite en deux, et que la droite qu'on dit républicaine, en faisant de telle sorte que le Rassemblement national puisse entrer à l'Assemblée nationale en instaurant une dose de proportionnelle. Donc on voit bien que ces gens-là n'ont pas souci de la France. Je vais parler du pays légal et du pays réel. Et si je m'arrête là, déjà, immédiatement, c'est parti, Libé, France Inter, on dirait Michel Onfray cite Maurras, c'est bien la preuve que, etc. Cette distinction entre le pays légal et le pays réel se trouve dans Les Misérables de Victor Hugo. Je tiens à disposition la page pour ceux qui en douteraient encore. C'est 1000 pages. D'abord, j'invite les gens à lire Les Misérables. C'est un chef-d'œuvre. Et donc, l'idée, elle préexiste à Maurras. Cette idée qu'il y aurait effectivement une classe politique qui représenterait la France, la nation, et puis en même temps, le peuple qui, lui, ne se sentirait pas représenté. Quand vous regardez une carte de France, vous dites, mais pourquoi est-ce que les départements comme ça, c'est de la dentelle? Pourquoi ça passe pas au-dessus ou en dessous? Comment ça a été taillé, quoi? Sur mesure. Ça a été taillé sur mesure, et à une époque, c'était Pasqua qui faisait ça chez Chirac, où il s'agissait de fabriquer des circonscriptions en disant, on coupe en deux pour faire de telle sorte qu'il y ait une espèce de bipolarité. Évidemment, la proportionnelle ne permet pas ça. Et là, c'est beaucoup plus démocratique, parce que le pays réel et le pays légal coïncident absolument. Si vous regardez à l'Assemblée nationale, un temps je l'avais fait en disant il n'y a pas beaucoup d'ouvriers, de travailleurs, etc. Je ne peux plus le dire parce que grâce soit rendue à Mélenchon sur ce sujet-là, il y a... On en parlera tout à l'heure. Ou d'autres, par exemple, oui, en moins bon terme. Mais juste pour dire que des gens modestes, y compris de Deloglu, par exemple, dont on a moqué un peu la difficulté à lire des textes, moi je ne m'associe pas à ça. Moi non plus. Je trouve que j'ai du respect pour ce garçon là où il est arrivé. Voilà, je ne pense pas ce qu'il pense, mais je pense qu'on n'a pas à se moquer de quelqu'un qui a des difficultés de lecture. Donc ça veut juste dire qu'il y a un prolétariat qui n'est représenté que là. Et si le prolétariat ne lit pas correctement parce qu'il n'a pas fait Sciences Po ou l'école normale supérieure, c'est pas grave. Vive ces gens-là. Et donc il y a un moment donné où on peut faire coïncider le pays réel et le pays légal et la proportionnelle intégrale pour le coup, et pas pour faire des coups. C'est-à-dire pour se protéger du PC quand c'est le général de Gaulle, ou pour se protéger ou pour casser la droite en deux en mettant Jean-Marie Le Pen et les siens à l'Assemblée nationale. Évidemment qu'on voit bien que ce n'est pas l'intérêt de la France qui est en jeu dans cette affaire, mais l'intérêt de la petite cuisine politique. On est face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on va parler d'insécurité, parce qu'elle est au cœur des préoccupations des Français. C'est la deuxième préoccupation des Français, derrière le pouvoir d'achat. On commence par Grenoble, parce que vous avez été interpellé par ce qui s'est passé à Grenoble, bien sûr. Le choc, la colère, l'émotion après la mort d'un employé municipal chargé de la propreté, qui a été abattu par un délinquant de 2 balles dans le thorax. Cet agent de propreté qui s'appelait Lilian Dejean intervenait après un accident de la route, et le délinquant lui a tiré 2 balles dans le thorax avant de s'enfuir. Le pédigré de cet homme est édifiant, qui avait été condamné, interdiction de détenir une arme également. Et il y a aussi, après le drame, il y a les paroles politiques. Ce qu'a dit le maire de Grenoble, le maire écologiste Éric Piolle, vous a heurté. Pour lui, il n'est pas question d'armer la police municipale. En tant qu'employeur, dit-il, je considère qu'armer d'armes à feu notre police municipale, c'est les exposer à la fois à des missions qui ne sont pas les leurs et à des risques que je ne suis pas prêt à prendre pour eux. Quant aux caméras de vidéosurveillance, il y en a 118 à Grenoble, et notamment sur les lieux des crimes, tout en reconnaissant qu'il est très réservé sur l'usage des vidéosurveillances et des caméras de vidéosurveillance. Pourquoi ça vous fait réagir, Michel Onfray ? Ça me fait songer à un officier qui, pendant la guerre 14-18, voudrait que ses soldats ne soient pas armés quand ils partent au front, en disant « je ne veux pas les exposer à des risques ». Il y a simplement des gens qui tirent en face.
Et donc c'est justement l'inverse qu'il faut penser et qu'il faut croire. C'est-à-dire que quand la police municipale n'est pas armée, elle est exposée. S'il ne veut pas exposer sa police municipale, qui lui permette de se défendre. La légitime défense, c'est pas un truc d'extrême droite, ça existe. C'est dit très précisément. Il faut effectivement que la riposte soit proportionnée, etc. On le sait bien. Il ne faut pas juste dire donnez-moi vos papiers, le personnage dit va te faire je sais pas quoi, etc. Et de dire je lui mets une balle dans la tête. C'est pas ça la légitime défense, entendons-nous bien. Pas ça. Mais ça n'arrive pas comme ça. La plupart du temps, enfin, c'est un autre sujet. Mais je veux dire que cette façon de ne pas armer ceux qui devraient l'être. Le monopole de la violence légale, comme disait Max Weber, est détenu par des gens dont c'est le métier. La police et l'armée. Vous n'avez pas le droit, je n'ai pas le droit de sortir armé, sauf autorisation particulière. Il y a un permis, etc. Si vous faites du tir sportif, comme on dit, eh bien, vous avez l'autorisation, mais dans des conditions tout à fait particulières. Et si on commence à dire les gens qui sont détenteurs de la contrainte légale pour faire respecter un ordre républicain, une sécurité républicaine, on leur dit qu'ils ne seront pas armés, alors que les autres le sont et tirent n'importe comment. Je veux dire qu'un policier armé, c'est pas quelqu'un qui dit tiens, je tirerai sur un noir, sur un maghrébin, contrairement à ce que disent les gens qui estiment que la police tue. Ce sont des gens qui, dans des circonstances particulières, là où il y a dangerosité, où il y a un désir d'échapper à la loi, se manifestent de manière délinquante. Et à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir des échanges de coups de feu. Mais là, on se fait abattre. C'est-à-dire ce que dit M. Piolle, c'est qu'il préfère que sa police se fasse, même pas sa police, mais que quiconque intervienne, ou un agent municipal, quiconque intervienne, eh bien il vaut mieux qu'il meure plutôt que d'être armé. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ce monsieur expose des gens à des dangers qui sont permanents. Je dis depuis très longtemps qu'il y a une guerre civile en France et qu'elle est à bas bruit, mais elle est de moins en moins à bas bruit. C'est-à-dire que quand quelqu'un, pour échapper à un contrôle de police, sort une arme et tire pour tuer quelqu'un, le thorax, pas les jambes, alors je veux bien que ce personnage... Alors c'était pas un contrôle de police, c'était vraiment un accident de la route et l'agent municipal voulait juste empêcher cette voiture de s'enfuir. Et il y avait un accident de la route au début. C'est ça. Oui. Et donc, on imagine bien qu'il n'était probablement pas en état de conduire, on ne sait pas trop pourquoi, mais enfin il a des bonnes raisons probablement d'éviter qu'on rattrape. Oui, mais il y a cette idée qu'on ne peut pas aujourd'hui estimer qu'il faudrait désarmer la police, qu'il faudrait désarmer l'armée, qu'il faudrait de moins en moins d'armées, qu'il faudrait ouvrir les prisons. C'est une idéologie absolument extravagante quand on a l'âge de ce monsieur. 15 ans, oui, ça fait partie des idéaux qu'on peut avoir en disant les vieux n'ont pas fait le nécessaire, mais il faut changer la société pour qu'il n'y ait plus de prison, plus de ceci, plus de cela. Il y a un Aurélien Bélanger qui nous dit plus de guerre, plus de ceci, plus de cela. Ça va quand on a 15 ans, pas quand on a 2 fois ou 3 fois 15 ans. Donc je suis sidéré qu'en plus de ça, on puisse se retrouver à la tête d'une mairie. Je crois qu'il était contre aussi les vidéosurveillances, en estimant qu'il allait vendre à monsieur, je ne sais plus, Estrosi, je crois. Je laisse ça, monsieur Estrosi, avec l'humour comme ça. Alors quand on n'a rien à se reprocher, l'idée d'avoir un contrôle qui nous permet, un contrôle vidéo qui nous permet de savoir qui est l'agresseur, qui est l'agressé, c'est-à-dire on aide la justice, on aide à l'établissement d'un diagnostic qui soit sûr et vrai. Je me demande comment on peut préférer l'erreur à la vérité. Michel Onfray, il y a autre chose aussi qui nous a marqué cette semaine, c'est ce qui s'est passé après la mort de la petite Camilla. C'était à Valoris, une petite fille de 7 ans qui traversait sur un passage piéton. Elle a été renversée par un jeune de 19 ans qui faisait une roue arrière. Le parquet de Grasse avait demandé que ce jeune soit placé en détention. Ça a été refusé. Il est sous contrôle judiciaire, donc chez lui, avec obligation de se présenter tous les 15 jours au commissariat et interdiction de venir à Valoris. On va écouter la réaction du papa de la petite fille, qui évidemment est très en colère et ne comprend pas cette décision de la justice. Aujourd'hui, on me dit, c'est pas un danger. On le laisse en liberté. D'accord. Ma fille est enterrée. Ce que j'ai espéré aujourd'hui de la justice, c'est de limiter déjà ces dégâts en attendant que la loi change. De faire réfléchir ces enfants, ces mineurs ou ces adultes, ces conducteurs, ces fous de la route, de leur faire comprendre qu'il y a un risque. Quand vous ne respectez pas la loi, il y a un risque. Là, ce qu'on leur dit aujourd'hui, faites ce que vous voulez. Voilà. Faites ce que vous voulez, de toute façon, vous allez garder votre liberté. Et vous serez peut-être jugé dans 1 an ou 2, et entre-temps, voilà. C'est tout le problème de la relation entre les citoyens et la justice, qui parfois leur semble incompréhensible. Là, les juges ont sans doute ont sans doute jugé. C'est tout le problème, Michel, de la relation entre les citoyens et la justice. Là, les juges ont sans doute décidé qu'il avait des garanties de représentation et qu'il n'était pas un danger en restant chez lui. Mais c'est difficile à comprendre.
Oui, parce que je crois que les gens pensent que la justice dit le juste. Non, la justice ne dit pas le juste, elle dit le droit. Et le droit n'est pas toujours juste. Si vous n'avez pas les moyens d'apporter la preuve que vous êtes une victime, le droit dira, eh bien, vous n'êtes pas une victime, c'est tout. On n'en a pas la preuve. Et l'autre est en train de dire qu'il n'a pas fait ce qu'on lui reproche. C'est un point partout. On a le tort. Il dit qu'il n'a pas fait exprès, voilà. Alors après, effectivement, quand c'est très évident, on finit par dire, c'est à l'insu de mon plein gré, la moto s'est emballée, je ne voulais pas faire de roue arrière. C'était involontaire, j'ai pas vu la petite fille. On connaît aujourd'hui le fonctionnement d'un certain nombre d'avocats. Jadis, il s'agissait quand même de garder en ligne de mire la vérité, en disant oui, mon client a tué, violé, massacré ou je ne sais quoi. Et aujourd'hui, comme ils sont incapables de rhétorique, ils sont dans la négation, en disant ah mais c'est pas vrai, mon client n'a pas fait. Et là on dit oui mais des images, oui mais s'il l'a fait, il l'a pas fait comme ça. Oui mais regardez, il est en train de faire de la roue arrière et là on dit oh mais c'est la faute de la municipalité. Si l'enrobage avait été, l'enrobé du moins avait été correct, si la route avait été bien faite, s'il n'y avait pas eu de trous et de nids de poules, etc., jamais ce malheur ne serait arrivé. Si donc cette petite fille est morte, c'est de la faute du maire. Voilà ce qu'on entend aujourd'hui de la part d'un certain nombre de juristes. Et d'une certaine manière, et on verra avec cette histoire terrible de cette, trois petits points bip, j'utiliserai un gros mot, mais de cet homme qui a prostitué sa femme, cette façon de trouver des excuses en disant à chaque fois, c'est pas moi, c'est les autres, je ne savais pas, etc., etc. Donc il y a juste un moment donné où il faut, hélas, que ce monsieur sache que il a raison d'un point de vue de la morale et d'un point de vue de l'éthique, mais la justice n'est pas morale ou éthique. Et vous parlez du papa de la petite fille. Oui, et donc lui, il dit, mais ma petite fille, elle est enterrée, elle est morte, elle est 6 pieds sous terre. Et ce type, il peut aller et venir, il peut être avec ses amis. Donc c'est pas moral. C'est vrai, il a raison. Simplement, la justice n'est pas morale. Et on a vu Philippe Bilger sur CNews défendre le droit de manière très... très et on se dit, il n'a pas tort d'un point de vue du droit. Il dit, oui, mais les conditions sont respectées qui permettent, etc. On se dit, oui, mais et la morale ? Et il y a un moment donné où il faut que la justice puisse être un peu éthique et morale et qu'on puisse comprendre que de temps en temps, oui, si le texte ne l'interdit pas, peut-être on peut mettre un peu de morale. Alors après, vous allez dire, oui, mais moi je suis censé mettre ce garçon en prison, il n'y a pas de place en prison. Après, les gens vous diront, je veux bien moi le mettre en prison, mais il y a déjà 3 personnes dans une même chambrée, alors que la chambrée peut en accueillir 2, la cellule c'est pour 2, il y a 3 personnes, il y a des gens qui dorment sur des matelas qu'on tire le soir, etc. Et vous dites, mais elles sont pleines les prisons, donc on ne peut pas les remplir avec des gens qui seront jugés et qui, le jour venu, une fois jugés, s'ils sont coupables, iront bien sûr en prison, on leur trouvera une place à ce moment-là. Disons que, on le dit, vous et moi, depuis longtemps, mais je veux dire, il faut penser la justice à nouveau frais. Et justement faire savoir que si la justice mettait un peu d'éthique, un peu de morale, si on pensait ces choses-là, moins sur le terrain de l'idéologie, mais un petit peu du côté de la victime aussi, en estimant qu'il ne faut pas avoir le souci uniquement du coupable, mais un peu aussi de la victime, alors on fera un progrès. On va faire une petite pause, Michel, dans notre émission. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On parlera de politique, on va parler de Jean-Luc Mélenchon, de François Ruffin, ça chauffe entre les deux. On parlera aussi des appels à l'intifada qui ont été lancés la semaine dernière en plein Paris, sans que ça n'émeuve grand monde. Et puis cette affaire de Mazan, terrible affaire, qui pose énormément de questions sur le consentement des victimes. À tout de suite. On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on va parler de cet appel à l'intifada qui a été lancé la semaine dernière en plein Paris, au micro, lors d'une manifestation pro-palestinienne par un islamiste proche des frères musulmans et fiché S. Il s'appelle Elias Dimzalen, fondateur du média Islam et Info. Il a incité les participants à, je cite, entre guillemets, mener l'intifada à Paris, dans nos banlieues, dans nos quartiers, pour que bientôt Jérusalem soit libérée. Très peu de réactions d'indignation ont suivi ces prises de parole. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a condamné, c'est à noter. Et le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a envoyé un signalement à la justice au titre de l'article 40. Il n'empêche, ce type d'appel, écoutez, voilà, on a l'impression que ça ne dérange pas grand monde, au fond, dans notre pays. Oui, moi je suis très circonspect sur les gens qui utilisent le rapprochement avec les années 30. Vous savez, ça fait des années qu'on nous dit « Ah, la France des années 30, la France pré-fasciste, etc. » Je crois qu'aujourd'hui, nous y sommes. C'est-à-dire ça me fait penser aux nazis qui haranguaient les foules avec des discours antisémites dans les années 20, 25, 26, 27, 28, 29 et 30, 33. Hitler arrive au pouvoir légalement. Et l'intifada, ça veut dire la guerre des pierres.
C'est ça. L'intifada, c'est bien, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que guerre, y compris avec les pierres. C'est très exactement ce que Daesh a évité de faire. Enfin, a dit à un certain nombre d'individus, prenez des pierres. Oui, n'importe quel moyen à votre disposition. En même temps, si vous prenez la liste en disant les pierres, les couteaux, les voitures, etc., et puis n'importe quel moyen, c'est-à-dire détruire les églises, détruire les statues des saints qui se trouvent dans ces églises, etc. C'est-à-dire l'intifada, c'est le djihad qui continue. Et c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui appeler au djihad sans difficulté. Il y a des images, il y a des gens qui applaudissent. Il y a des individus qui pensent de cette manière-là. C'est soutenu par un parti qui est celui de Jean-Luc Mélenchon. Et on se dit, aucun problème, on peut laisser faire ce genre d'invitation à la violence. Alors je vois bien, moi, comment dans Front Populaire, éventuellement, si vous n'avez pas pesé correctement le bon mot, vous êtes au tribunal pour essayer de vous expliquer sur ce mot que vous avez utilisé. Enfin, je songe à celui de Houellebecq, c'était pas le mien. Mais je veux dire, l'idée qu'on puisse rendre des comptes à la justice parce qu'un intellectuel aura formulé, avec un mot peut-être inapproprié, une situation. Mais là, vous dites, voilà quelqu'un qui invite à transformer Paris en lieu nos banlieues, nos quartiers. quartiers. Voilà, c'est très ciblé. En lieu d'une intifada. Et le président de la République, qui d'ailleurs ne s'est pas rendu à cette manifestation contre l'antisémitisme, continue dans sa logique. On sait très bien, on a bien compris de toute façon qu'il faisait attention à ce qui se passait dans les banlieues en disant mais les gens nous disent aujourd'hui c'est Marine Le Pen qui fait la politique en France. C'est faux, ce sont les banlieues qui font les politiques en France. C'est-à-dire il s'agit de ne pas faire de telle sorte que ces individus puissent prêcher ce qu'ils prêchent ou professer ce qu'ils professent en disant ouh là là, il faut surtout pas que ça bouge dans ces endroits-là. Donc toute la politique, l'immigration, la drogue, la violence, la question palestinienne, on n'y touche pas parce que si on y touche, c'est ces gens-là qu'on va réveiller violemment. Donc effectivement, il faut arrêter de dire que Marine Le Pen mène la politique française avec Macron, qui a une espèce de macro-lepénisme, j'ai entendu ça chez Mélenchon, chez les Mélenchoniens, alors que ceux qui font vraiment la loi sont ceux qui peuvent impunément appeler à la violence pour l'instant, sans être... on verra si la justice donne suite à ces propos. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est un témoignage qu'on a recueilli cette semaine sur CNews et sur Europe 1 d'une sportive afghane. Elle s'appelle Marzi Hamidi. Elle est réfugiée en France depuis 3 ans. Elle a fui le régime des talibans et à Kaboul. Et elle est menacée aujourd'hui de mort à Paris. C'est-à-dire qu'elle vit terrorisée, sous protection policière, à Paris, au pays des Lumières. Et écoutez un extrait de ce qu'elle nous a confié. Et vous vous dites qu'en fait, les islamistes sont partout, à Kaboul et à Paris. J'ai été très choquée et encore aujourd'hui, je suis toujours en état de choc. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer dans ma vie, comment ma vie va évoluer. Je suis juste en train de me cacher. Je me sens pareil que lorsque j'étais en Afghanistan, quand j'étais à Kaboul, lorsque les talibans ont débarqué. Je dois me cacher, j'ai peur d'être moi-même. Je ne sais pas quelle est la solution pour cette situation. Je ne peux pas me cacher pour toujours. Je suis une femme libre, je vis à Paris et je veux vivre librement comme n'importe quelle femme française, mais je ne peux pas le faire. Comment accepter ça, Michel Onfray? C'est inacceptable, il ne faut surtout pas accepter, c'est pas pensable. C'est pas acceptable. Mais on a une espèce de petits personnels politiques faits de racailles. Là, j'ai lu un article récemment où des gouvernements, je ne sais plus si c'était l'Algérie ou le Maroc, mais enfin, étaient absolument dans une grande violence à l'endroit de ce qu'ils appelaient les Arabes français. Bien sûr. Ces gamins qui venaient, c'est le Maroc, hein, qui venaient passer leurs vacances au bled, là, et qui faisaient de la roue arrière, qui faisaient des... Comme s'ils étaient en France. Voilà. Et on disait, mais qui sont ces gens-là, quoi? Comment se comportent-ils? Et ils disent, et ils ont bien raison, ces pays, que c'est la France qui a fabriqué ça. C'est pas l'islam, c'est un islam français qu'on laisse proliférer en permanence. Alors ça, après, il faudrait s'expliquer sur les rapports que nous entretenons au Maghreb, à l'Algérie, à la guerre d'Algérie, etc. On dit, mais on ne touche pas. Et voilà où on en est. C'est-à-dire qu'au bout du compte... Mais ils ont été sévèrement punis dans leur pays. Hein. Ils ont été sévèrement punis dans leur pays. Mais bien sûr. Leur pays d'origine. Et l'Algérie et le Maroc, effectivement, ou la Tunisie, ils ont effectivement une conception du monde qui n'est pas celle de ces gamins qui font régner la terreur. Cette jeune fille, vous vous rendez compte, elle est en train de nous dire, et elle dit de manière très informée, hein, c'est pas de la polémique, elle dit j'ai connu les talibans en Afghanistan, je suis aujourd'hui à Paris, je connais les mêmes. Et il n'y a pas un chef d'État qui soit susceptible d'entendre cette parole. Au contraire, elle dit laissez les talibans français d'une certaine manière, ou les néo-talibans français opérer, parce que si on ne les laisse pas faire, ça va être extrêmement violent. Non, c'est déjà très violent. Comme M. Piolle qui ne veut pas armer la police, là on veut pas gêner ces gens sous prétexte qu'ils deviendraient violents, alors qu'ils le sont. Et
Et moins on leur dit qu'on n'a pas l'intention de supporter ce genre de propos, plus ils progressent et plus leur violence est violente. Et puis il y a un moment donné où ça va être un passage à l'acte. Et quand des gamins vont effectivement dire nous on y va, on a entendu cet imam et on va faire ce qu'il nous dit, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va faire notre cher président de la République là, et notre gouvernement quand il sera constitué, il y aura quoi comme ligne au ministère de l'Intérieur par exemple, etc., etc. C'est-à-dire chacun sait qu'effectivement l'ancien maire de Grenoble, M. Collomb, l'avait fait savoir quand il est parti. Le maire de Lyon. C'est Lyon, vous avez raison, pardon. Et Gérard Collomb a fait savoir la fameuse histoire du nous sommes côte à côte, prions pour que ce ne soit pas un jour face à face. Eh bien, nous y sommes, et si lui le disait, on savait bien que s'il le disait, il était d'ailleurs un déçu du macronisme, et il avait des raisons de l'être puisqu'il était au cœur du noyau nucléaire. On voit bien aujourd'hui qu'on y est, et il n'y a pas de réponse politique. Le premier qui ferait une réponse politique passerait pour un fasciste, un nazi, un pétainiste, un vichyste. On connaît l'histoire. On connaît la chanson. On est en face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. On va parler maintenant de Jean-Luc Mélenchon à travers le prisme de François Ruffin, qui est député, qui a quitté la France insoumise et qui déplore dans un livre qui s'appelle Itinéraire, ma France en entier, pas à moitié, qui est en train de paraître ces jours-ci, que le parti de la France insoumise ait abandonné une partie du pays et construise des murs au lieu de construire des ponts. Écoutez bien ce que dit François Ruffin. Nous avons mené, et il parle de la France insoumise, pendant la campagne de 2022, campagne présidentielle 2022, nous avons mené une campagne au faciès. Quand je tombais sur un noir ou un arabe, je cite François Ruffin, je sortais la tête de Mélenchon en bien gros sur les tracts. C'était le succès presque assuré. Son nom servait de passe-partout. Qu'est-ce que ça vous inspire, Michel Onfray ? Qu'il y a la possibilité d'être raciste aujourd'hui pourvu qu'on soit de gauche. Si effectivement un homme de gauche dit mais ce sont des racisés, ils ont le droit d'être racistes, d'ailleurs ça ne s'appelle pas du racisme, c'est tout à fait défendable. Et si au nom de l'islam vous pouvez défendre la phallocratie, la misogynie, l'antisémitisme, il ne faut pas vous en priver. Et là, alors simplement François Ruffin, c'est drôle, il a toujours raison avec quelques années de retard. Il y a un moment donné où le grand homme, c'est celui qui a raison quelques années avant, et pas après. Et pas après avoir été élu avec les voix de la droite qu'il fustige, de la gauche molle qu'il fustige. Ça fait 3 ou 4 ans qu'à Front Populaire, on invite François Ruffin pour dire sa différence. Ça fait 3 ou 4 ans qu'il se débine et qu'il a peur, et qu'il n'y va pas, et qu'il ne répond pas. D'abord, il a répondu en disant oui, peut-être, faudra, etc. Et puis là, il est en train de changer de stratégie parce que lui aussi pense qu'il peut être Premier ministre, par exemple. Il est peut-être l'un des seuls à le croire. Mais donc, il y a beaucoup de premiers ministres imaginaires. Il y a beaucoup de premiers ministres imaginaires dans ce pays. Mais il y en a qui sont plus crédibles que d'autres. C'est-à-dire que lui, ça paraît quand même très peu crédible. Et là, ça y est, il y a un moment donné où il s'est dit ah tiens, je vais acheter une veste. Et vraiment, au sens premier du terme. Donc là, il a une veste. Et puis, il dit comme ça va me crédibiliser. Mais ça suffit pas. Et cette façon de dire des choses quand il n'y a plus rien à craindre, c'est formidable. Il s'est séparé de Mélenchon. Maintenant, il a retrouvé son intelligence. Il a été élu. Il a retrouvé l'intelligence qu'il avait sacrifiée précédemment pour faire partie de la bande. Mais dans le fond, il dit des choses terribles. Il dit Jean-Luc Mélenchon essentialise des régions entières. Le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, le Midi Rouge. Il choisit l'abandon. On découpe la France en segments. On s'est marginalisé, cornérisé, diabolisé. Pas de quoi gagner un second tour face à Marine Le Pen. Oui, mais c'est pas ça le but. C'est pas gagner le second tour face à Marine Le Pen. C'est la France. Ces gens-là n'ont aucun souci de la France. C'est toujours il faut qu'on soit au second tour, il faut qu'on gagne, il faut que je sois Premier ministre. Et la France, bon sang. Est-ce qu'il y pense un peu ? J'ai défendu des idées, finalement ça m'a pas conduit là où j'aurais voulu aller, alors je vais changer d'idée, et puis voilà. C'est un homme sans conviction quand même, un homme qui a défendu ce Mélenchon, et puis qui aujourd'hui dit c'est quand même un peu problématique, et qui dit j'ai des pudeurs de gazelle, pour utiliser les formules de Mélenchon, j'avais des pudeurs de gazelle à me comporter en raciste, en disant tiens celui-là il a la tête de l'emploi, je vais lui donner, alors que ce sont les mêmes qui nous disent qu'il y a des contrôles aux faciès par la police. Exactement. Mais la police fait des contrôles aux faciès, sauf que ils font des contrôles aux faciès pour pouvoir obtenir des voix. Et si la police faisait des contrôles aux faciès, c'est probablement parce que le faciès en question, il aurait été suspecté d'avoir fait quelque chose et qu'il s'agit de vérifier si ceci ou si cela. Donc il y a un moment donné où, quand on a d'abord le sens de la France, mais ça se saurait, ces gens n'ont pas le sens de la France, ils ont le sens de la réélection, de leur élection, de la possibilité d'être élu ou réélu. Et il y a un moment donné où moi j'avais vu à la télévision qu'il avait été battu, Ruffin. Et puis après on a dit non, il n'est pas battu, finalement il est élu à très peu, etc. Et tout est fait pour être réélu. Mais on défend des idées parce qu'on défend une conception de la France. On ne défend pas des idées en se disant j'ai envie d'être élu. Bon, maintenant j'ai été élu grâce aux voix des macroniens, donc je vais faire un peu amende honorable et je vais un peu taper sur Mélenchon. C'est pas très élégant.
J'entends, mais ça dit beaucoup sur le cynisme de Jean-Luc Mélenchon. Il était filmé la semaine dernière, il ne savait pas qu'il était le filmé lors d'une manifestation. Il expliquait à des jeunes militants, il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers, là où se trouve la masse des gens qui ont un intérêt à une politique de gauche, tout le reste, on laisse tomber, c'est perdre son temps. Voilà, ça c'est le vrai Mélenchon. Oui, bien sûr. Et souvenez-vous que c'était le propos du think tank Terra Nova au moment où il fallait donner des idées à un certain Dominique Strauss-Kahn. Donc on voit bien que la social-démocratie maastrichtienne de Strauss-Kahn et Mélenchon défendent exactement la même vision du monde. C'est-à-dire que quand le patronat nous dit on a besoin absolument d'une immigration parce que main-d'œuvre, etc., Mélenchon dit très exactement la même chose. Alors il ne dit pas main-d'œuvre, il dit juste créolisation, Nouvelle-France et ce genre de choses. Mais c'est très exactement le propos des sociodémocrates qui disent laissez le peuple à Marine Le Pen, il est déjà parti chez Marine Le Pen, donc on ne pourra pas le récupérer. Il y a Sarah Wagenknecht qui m'intéresse beaucoup en Allemagne, par exemple, qui elle dit mais extrême à gauche allemande. Gauche, je ne dirais pas extrême gauche, mais une gauche qui, elle, prend en considération l'immigration en disant mais qui paie la facture de l'immigration ? Les pauvres, les ouvriers, les travailleurs, les femmes seules, les femmes qui veulent sortir le soir, etc., etc. Il y a un moment donné où on se dit mais vous ne défendez pas le petit peuple, Monsieur Mélenchon. Vous n'avez rien à faire du petit peuple, mais vous allez chercher effectivement une espèce de sous-prolétariat parce que c'est la vieille théorie de Bakounine, c'est on ne va pas faire la révolution avec le prolétariat. C'était Marx, dictature du prolétariat. Lui, il est passé à Bakounine qui dit non, on ne fait pas la révolution avec le prolétariat, on fait la révolution avec le lumpenprolétariat, c'est-à-dire le sous-prolétariat. Les prisonniers, les délinquants, les fous, les cinglés, les brutaux, les violents, etc. Et Bakounine, il disait l'important, c'est de tout renverser, c'est de tout détruire. Et il y a ça chez Jean-Luc Mélenchon, l'important, c'est de tout détruire. Et ça peut se faire avec des jeunes des banlieues, avec ce que le président Sarkozy appelait jadis la racaille, et avec cette espèce de moteur de l'histoire, on y va, on fait tout tomber, et moi j'arrive comme un homme providentiel et je serai élu président de la République. On est dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Vous avez aussi été très interpellé, Michel, par ce qui se passe à Avignon, le procès des viols de Mazan, où le principal accusé, Dominique Pellicot, était absent cette semaine. Il était malade. Son ex-épouse, elle, Gisèle, assiste à toutes les audiences avec un courage et une dignité qui forcent l'admiration. Je rappelle qu'elle a été droguée et violée à son insu pendant une dizaine d'années par au moins 90 hommes. Seuls 51 sont présents dans le box des accusés. Les autres n'ont pas été identifiés. J'aimerais qu'on écoute l'un des avocats de la défense, donc un des avocats des hommes qui sont dans ce box des prévenus, qui sont monsieur Lambda, des pères de famille. Cet avocat estime, parce qu'il exploite une faille juridique, qu'il y a viol et viol. C'est-à-dire sans intention de le commettre. Pour lui, il n'y a pas de viol. On va l'écouter et on va décrypter ce qu'il dit. Il s'appelle Guillaume de Palma. À partir du moment où effectivement il y a une intention coupable, à partir du moment où on arrive à rapporter la preuve du fait que la personne qui a commis les actes de viol avait conscience de commettre des actes de viol, il y a viol. Sinon, il n'y a pas viol. Et c'est ce que l'on dit depuis le début pour l'ensemble de nos clients. On n'est pas en droit américain, c'est-à-dire qu'en France, il ne faut pas avoir recueilli le consentement de la victime pour faire en sorte nécessairement qu'il n'y ait pas de viol. Il faut, pour qu'il y ait un viol, que la démonstration soit faite de l'intention coupable de l'auteur. Si l'auteur s'est trompé, s'est mépris, la Cour de cassation dit toujours qu'il n'y a pas de viol. Voilà pour cet avocat, maître Guillaume de Palma. Et du coup, Aurore Berger, qui est la ministre démissionnaire chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, dit qu'il faut qu'on change la loi, que la question du consentement soit inscrite noir sur blanc dans le code pénal, parce que ce qu'a subi Mme Pellicot, ce ne sont pas des actes sexuels, ce sont bien des viols. Et vous comprenez que évidemment, la défense tente tout pour sauver ses clients, ces hommes qui, soi-disant, ne savaient pas qu'elle n'était pas consentante, Mme Oui, Pellicot. c'est une version du viol à l'insu de son plein gré. C'est quand même assez sidérant. Mais on en parlait tout à l'heure. Je vous disais que le droit ne dit pas la morale ou l'éthique. Donc lui, il doit absolument défendre des gens qui sont évidemment coupables. Et il faut trouver des arguties. Alors vous avez des arguties de morale, du genre la misère sexuelle. Ils sont présumés coupables, parce que le jugement n'a pas eu lieu. La pauvre misère sexuelle du monsieur qui est obligé de, vous rendez compte, ce monsieur-là, ce coupable, enfin ce mari qui dit « Ah, j'ai mal au ventre ». Parce qu'on a des problèmes intestinaux. Les enfants qui ne veulent pas partir à l'école en CP, ils ont mal au ventre aussi, quoi. Et ce monsieur, on aurait dû le prendre par la peau des fesses et lui dire, vous serez là, quoi. Même si vous avez mal au ventre, on vous donnera des couches. Mais c'est vraiment insupportable. Et cette façon aujourd'hui d'estimer que
s'il y a une faille dans le droit, utilisons cette faille dans le droit. Et si vous n'avez pas quelqu'un qui vous dit « Ah non, je ne veux pas être violé », l'autre disant « Ah, vous pensez que c'est un viol ?» Enfin, on imagine ça. Non, il y a un problème de consentement. Et le consentement, ça s'obtient assez facilement, quoi. On le sait, théoriquement. Et puis même quand on a obtenu le consentement pour une ou deux pratiques sexuelles, c'est le cas de Tariq Ramadan, par exemple, ça ne veut pas dire qu'on donne son consentement pour la totalité des autres pratiques sexuelles et qu'on doit pouvoir s'arrêter, car un homme, ça s'empêche. C'est ça, Camus, qui disait ça. Oui. Mais ça veut dire que le sujet, c'est la sexualité des hommes, c'est ça ? Le sujet, c'est... je ne suis pas chrétien, mais je veux dire que les chrétiens ont ce concept de péché originel, qui est une idée extrêmement intéressante. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail de la Genèse, mais il y a un moment donné où le serpent dit qu'il faut goûter du fruit de l'arbre de la connaissance, et ça s'appelle le péché. Ne cherche pas à savoir, sinon, etc. Ça, on connaît l'histoire. Mais... moi, je ne suis pas dans des logiques de théologie, mais dans des logiques de réalité. Je me dis, mais c'est quoi ce que Kant appelait le mal radical ? Et il y a un mal radical. Et il est très simple, on le sait depuis 1859, l'origine des espèces. M-A-L, le mal. Oui. Mais il y a aussi du mal M-A-L. aussi, hélas. Et oui, il y a les deux. C'est d'ailleurs étonnant qu'il y ait autant de prisons pour les hommes et si peu de prisons pour les femmes. C'est une question sociologique qu'on pourrait interroger, y compris avec les néo-féministes d'aujourd'hui. Il y a simplement un moment donné où Darwin nous dit « nous sommes des animaux ». Nous sommes des animaux évolués, et certains sont plus évolués que d'autres. Et il y a un moment donné où vous avez une pédagogie, une éducation, une famille, une école, où on vous dit non, tu as peut-être envie de ceci ou envie de cela, mais tu vas te retenir. Le fameux « Un homme, ça s'empêche » du père d'Albert Camus, que Camus reprend lui-même, ça suppose effectivement que cette sexualité violente et brutale de l'animal, c'est-à-dire l'animal dominant de la troupe ou de la horde, il dit « moi je prends les femelles que je veux, quand je veux, et c'est ainsi, et c'est pas autrement ». Il y a un moment donné, on dit « ah mais toi tu es un humain ». Donc, tu as peut-être ça au fond de toi-même, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, ça se peut dans les logiques libertines de consentement, où des gens veulent des scénarios, ce genre de choses. C'est tout à fait pensable si c'est voulu, consenti, décidé, choisi. Mais quand c'est imposé, ça, c'est vraiment le mal dominant de la horde. Et si effectivement on n'éduque pas à la sexualité, moi je fais partie d'une époque où, d'abord, on n'a pas parlé de sexualité à l'école, puis quand on en a parlé, on a commencé à parler de la sexualité du taureau avec la vache, etc. On se dit, mais c'est peut-être autre chose que ça. Il n'y a pas que de la sexualité animale, il y a aussi l'érotisme, il y a aussi plein de choses qu'on pourrait enseigner. Et puis aujourd'hui, on enseigne une espèce de sexualité généralisée en disant mais la sexualité hétérosexuelle, c'est marginal, c'est secondaire, etc. etc. Je pense qu'on devrait pouvoir travailler sur cette question du désir, de ce qu'on fait du désir, de la sculpture du désir. Et si ce monsieur semblait avoir des problèmes avec sa femme qui ne consentait pas à un certain nombre de pratiques sexuelles, eh bien, il y a plein d'occasions d'avoir des pratiques sexuelles ailleurs, autrement, sans faire violer sa femme, qui est une espèce de fantasme de malade mental. De malade mental. C'est pas un sujet, donc, pour vous, de patriarcat. Il y a eu une tribune dans Le Monde de Hélène Devin, qui est une formidable journaliste, qui est plaignante dans l'affaire Patrick Poivre d'Arvor, qui dit « La défense des violeurs de Mazan est un échantillon chimiquement pur de la violence patriarcale ». Ce n'est pas selon ça, pour vous? Non, je ne sais pas. Mais ça l'est quand même. Non, le patriarcat, c'est la constitution d'une société à partir de la valeur phallique qui est l'homme viril, etc., etc. Mais on peut être un homme viril sans être un violeur. Je pense qu'il y a quand même une part à faire entre le Jean Gabin de la bête humaine et puis un violeur, quoi. Il y avait des codes de la virilité, il y a encore pas très longtemps, qui ne faisaient pas pour autant de l'homme viril, du conducteur de locomotive, de l'aviateur, du soldat ou de ce genre de choses, de faire un violeur, c'est autre chose. Simplement, je me dis, mais j'ai écrit un livre il y a très longtemps contre Sade, hein. Et toute notre gauche culturelle, pendant des années, a fait l'éloge de Sade, du marquis de Sade, qui, lui, dans ses livres, faisait l'éloge de ce genre de choses. La scène qui a lieu, là, ça pourrait se trouver dans les 120 journées de Sodome et Gomorrhe, dans les 120 journées de Sodome. Les intellectuels comme Foucault, comme Deleuze, comme Lacan, comme Solers, comme BHL ou d'autres ont trouvé formidable, c'était formidable, Sade, etc. Et moi, j'avais fait un livre qui s'appelait sur un prétendu divin marquis, parce que c'était ce que disait Apollinaire, le divin marquis. Et effectivement, quand on a dit, mais libérons la sexualité, que cette libération a donné la pédophilie dans les années 70 avec les 68 arts, là on a dit, après tout est possible. Le sexe, tout était interdit dans la configuration chrétienne, monogamie, fidélité, hétérosexualité, patriarcat, etc. Oui, d'accord. Et puis là, on est passé à autre chose. Moi, je ne pense pas que ce soit une espèce d'échantillon chimiquement pur du patriarcat, mais c'est un échantillon chimiquement pur du sadisme dont la gauche culturelle a fait l'éloge pendant 30 ans ou 40 ans, en nous disant jouir sans entrave. Ce monsieur voulait jouir sans entrave. Donc, ce n'est pas le patriarcat, que je ne défends pas par ailleurs, mais c'est une espèce de
conception nihiliste de la sexualité, qui n'obéit à plus aucune spiritualité, qui n'obéit plus à aucune logique libertine, mais qui permet, souvenez-vous de Cyril Collard, qui à l'époque avait le sida, et infligeait le sida sciemment à ses partenaires sexuels. Vous aviez toute la gauche culturelle qui trouvait ça formidable. Michel, j'aimerais juste qu'on termine par une exposition de vos photos, une exposition qui s'appelle Inframince, c'est ça, qui sont des photographies extraites de votre journal Voyage au Japon. L'ouvrage est absolument magique. Je vous remercie de me l'avoir offert. Cette exposition se tient du 19 septembre au 12 octobre à la galerie Kiyama à Paris. Ce sont des photos que vous avez prises vous-même avec un téléobjectif ou avec Non, avec mon iPhone. Avec votre téléphone. Et je l'ai envoyé à quelques amis qui m'ont fait l'amitié, notamment Denis Mola, mon ami libraire de Bordeaux, qui m'ont fait l'amitié de me dire que ces photos méritaient qu'on s'y arrête un peu. Et qu'est-ce que vous vouliez dire à travers ces photos du Japon ? La pureté. Je fais des photos depuis très longtemps comme ça, mais moi j'ai aimé le Japon, vraiment j'aime le Japon, et je suis de la vieille école d'un point de vue de la photographie sur ce sujet comme sur d'autres, mais je pense qu'il faut de temps en temps tailler dans le réel des petites choses, le fameux inframince qui est un mot de Marcel Duchamp, c'est-à-dire la toute petite chose qu'on peut voir, un petit bout qui dépasse dans un endroit, etc. Et j'ai fait des photos comme ça pour m'amuser, en même temps que je faisais un petit texte le soir sur mon iPhone, et puis quand ces amis m'ont dit les textes plus les photos, ça pourrait faire un livre. J'ai d'autres amis de Front Populaire, notamment le rédacteur en chef, Maxime Le Nagard, ou Stéphane Germain, et puis aussi Constance Gournay, qui, elle, a fait la mise en page et a fait effectivement un très bel objet. Donc, en tout cas, c'est magnifique. Et puis, il y a une galeriste japonaise qui m'a fait l'amitié de vous accueillir. Merci, Michel. C'est moi qui vous remercie. C'est passé très vite. Je suis très heureuse de cette belle émission que nous avons faite. Et on se retrouve, bien sûr, pour l'information sur CNews et sur Europe 1.